Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour. Dernier lundi pour cette année 2022, il est temps de faire le bilan. Selon les objectifs fixés en début d'année, cette année est une année de travail. C'est chose faite pour le pouvoir exécutif qui vient de sortir de la crise sanitaire de Covid-19 et a de nouveau affronté la crise provoquée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est Sylvain. Dès le début de l'année 2022, Madagascar a été frappé par une série de forts cyclones alors que le pays était en plein redressement à la suite de la crise provoquée par la Covid-19. Le 24 février 2022, la guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre qui a eu des impacts néfastes directement sur l'économie mondiale. Même les pays les plus puissants ont rencontré des problèmes d'inflation. Et Madagascar en fait également partie. Mais malgré ces impacts négatifs de la guerre, le gouvernement a mis en place toutes les stratégies afin de contrôler le coût des PPN. Augmentation du salaire minimum, négociation avec les opérateurs pour limiter le prix des PPN pour le bien de la population et aussi la négociation des prix du carburant pour que la population malgache puisse supporter la hausse conséquente dans le monde en raison de cette guerre. Les efforts de prise en charge des personnes vulnérables se sont poursuivis à travers les nombreuses aides sociales mises en place par le gouvernement. Même si le pays a traversé ces épreuves, la réalisation des diverses infrastructures se sont poursuivies pour l'année 2022. Il serait trop long de tous les énumérer, mais en bref, l'on peut dire que le pouvoir exécutif a œuvré pour le bien-être de la population. L'un des plus importants est l'achèvement de la route nationale 5A. Elle a été présentée au peuple malgache le 10 août dernier. La partie sud de l'île a également eu sa part en commençant par la réhabilitation de la route nationale 13, la partie sud-est de la RN12 ainsi que la première autoroute de Madagascar. Ces 4 régions ne sont qu'à titre d'exemple car toutes les 22 régions ont eu leur part. Mis à part la liste des infrastructures de base pour le développement mises à la disposition des populations serait trop longue, notamment celles qui concernent l'éducation, la santé publique, le sport, le service public et la sécurité. Aucune des 19 districts n'a été oubliée. En conclusion, les promesses ont été tenues. 2022 a été une année de travail pour le gouvernement. Passons dans un tout autre sujet. Durant les 2 jours de festivités de Noël, la Chiera a recensé 65 consultations, dont 40 sont des accidents de la circulation, en majorité des accidents de 2 roues, et les 25 autres sont des accidents à responsabilité civile, comme des blessures à la suite de risques sur fond d'alcool. Reportage. Les accidents de la route ont marqué les festivités de Noël pour cette année. Parmi les 65 consultations à l'hôpital Achiera, 40 sont des accidents de la circulation dont des patients ont été admis aux urgences. Selon les informations reçues auprès de cet établissement hospitalier, ce sont pour la majorité des accidents de 2 roues. Les 25 autres restants, pour leur part, sont des accidents à responsabilité civile, comme des blessures suite à des rixes sur fond d'alcool. Durant ces 2 jours de fête, il était presque impossible de rouler en voiture dans la capitale. Pour cette raison, nombreux sont ceux qui choisissent de se servir de leur moto pour affronter les embouteillages. Il s'avère que c'est une bonne alternative. Cependant, ce n'est pas exempt des risques, lesquels sont parfois fatals. Toujours dans ce sujet, 54 personnes ont été arrêtées pour vol avec violence dans la nuit du 24 décembre dernier. Ce sont des voleurs à la tire et des cambrioleurs pour la plupart. 9 accidents ont été répertoriés par la brigade des accidents ou BAC au niveau de la police nationale de Tsar El Ain durant ce week-end de Noël. Manque de vigilance, conduite en état d'ivresse ou encore excès de vitesse sont les causes pour la majorité de ces accidents. Felana Rakoudrasoul et Asm Rafal Tanar. 54 personnes ont été arrêtées pour actes de banditisme, notamment des vols à main armée ou avec violence, dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier. 11 sont des voleurs à la tire, 9 sont des auteurs d'actes de cambriolage. Pour les auteurs de vols avec utilisation d'armes, 4 ont été appréhendés, tandis que 9 l'ont été pour des simples cas de vol et 7 pour des cas de vol mineurs. Une personne a été prise en flagrant délit de vol de moto. La brigade anti-stupéfiants de la police nationale ont aussi été au taquet dans la nuit du 24 décembre. Elle a pu appréhender 2 personnes. En outre, 13 personnes qui présentaient des comportements suspects ont été arrêtées par la police durant leur ronde. 4 ont été arrêtés en état d'ivresse et mis en garde à vue à Tsar El Ain. Par contre, les cas d'accidents ont diminué cette année par rapport à l'année précédente à cette même période. 9
accidents ont été répertoriés par la police de la brigade des accidents selon le bilan. La plupart ont pour origine la conduite en état d'ivresse. Un accident a causé par la mort d'une personne et blessé 4 autres. 4 accidents ont causé la destruction de biens. 3 des chauffeurs ont été ivres si l'un a manqué d'attention. L'obstruction des canaux d'évacuation des alentours de la rocade d'Yariv a été évitée jusqu'à présent grâce aux efforts conjoints du gouvernement et des Fouktan environnants selon les responsables. Les 11 Fouktan où passe cette nouvelle route se sont vus confier la responsabilité de veiller sur les infrastructures, d'aider à l'entretien de la route et d'encourager les habitants du quartier à respecter les biens communautaires. Andena Martina, Inza Hadjiansu. Des matériels informatiques pour les 4 Fouktan méritants lancés officiellement le 9 août 2022 par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, le ministère des Travaux Publics et l'Agence routière, le concours Fouktan Vert a rendu son verdict. Ils étaient au total 11 Fouktan à avoir participé à ce concours dont l'objectif visait à maintenir et assurer la propreté au niveau des parcelles qui leur avaient été attribuées. Il s'agissait également de procéder au reboisement de leur espace pour les rendre verts. C'est donc dans cette logique que 250 plantes avaient été distribuées aux représentants des 11 Fouktan concernés par le projet, en plus des kits de nettoyage. Pendant les 2 mois de concours, chaque semaine, une équipe du projet a sillonné les zones de délimitation pour constater de visu l'évolution de chaque parcelle. Ils ont donc été évalués sur la propreté et l'entretien des plantes. Amournakoun, Somanajar, Amboutsir et Amboumaït sont les plus méritants en se démarquant des autres. Comme récompense, ils ont reçu des matériels informatiques composés d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes et de fournitures de bureau. Tous les participants ont obtenu un certificat de reconnaissance pour les féliciter de leur engagement et de leurs exemplarités. Les Fouktan ont souhaité que cette initiative puisse continuer dans d'autres quartiers de la ville pour impliquer davantage la population à lutter contre l'insalubrité et assurer leur bien-être. Il s'agit aussi de les inciter à œuvrer durablement pour la préservation et le respect des infrastructures communautaires. Ensuite, une cérémonie de remise de médailles pour les employés méritants au sein du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a eu lieu à la fin de semaine dernière. 16 ont été élevés au rang de commandeur de l'Ordre national, 3 chevaliers de l'Ordre national et 1 grand officier de l'Ordre national. Une cérémonie d'État dirigée par le général de brigade Rabéan Chignon Joël, qui est le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. C'était aussi l'occasion d'exprimer la gratitude à l'endroit des 10 employés qui vont partir à la retraite. Et c'est le conseil d'administration qui se charge de la gestion de la société d'État Jirama actuellement, selon le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. C'est une tâche qui lui incombe en l'absence du directeur général qui est le pouvoir exécutif, selon toujours les explications. Les nouveaux directeurs et ceux qui ont été maintenus ont déjà pris leurs fonctions après le bilan. Nous attendons de la Jirama des résultats pour des offres satisfaisant les clients ainsi que son redressement, toujours selon le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. C'est Sylvain, Adriana Martina, Enza Hadjiansu. Durant la déclaration officielle des résultats de l'évaluation effectuée sur les 48 directeurs au sein de la Jirama, le conseil d'administration a déclaré qu'il prenait en main la direction de cette société d'État. Si le directeur général, Rivra Daniel, se dit toujours être en mauvaise santé. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a renforcé en fin de semaine que ce conseil d'administration prend en main la gestion de la Jirama jusqu'à ce que les critères soient remplis pour qu'un directeur général exécutif puisse reprendre à nouveau les rênes. Les nouveaux directeurs et les directeurs qui ont été maintenus ont pris leurs fonctions et repris leur activité après l'évaluation faite par le conseil d'administration. Aucune poste n'est vacante. Les responsables au sein de la Jirama ont pris les responsabilités qui leur ont été destinées selon toujours les explications. Dans un tout autre sujet, l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer la qualité de la race des animaux à viande rouge, tels que les bovins, les ovins et les caprins, est de ne pas croiser les bêtes ayant le même gène. À cet égard, des bovins, ovins et caprins mâles ont été donnés aux éleveurs des régions d'Anjouy et Anos. Ces mâles ont été prélevés dans la partie nord de l'île pour éviter la consanguinité. Cet événement a été réalisé par le projet CASEF sous l'égide du ministère de l'Élevage et de l'Agriculture et financé par la Banque mondiale. Anza Hassan Arville.
À Madagascar, l'élevage des bétails tels que les bovins, ovins et caprins est confronté à de nombreuses contraintes sur la reproduction, entre autres la dégradation de la performance et la mauvaise conformité des animaux, ainsi que leur capacité de reproduction. Ainsi, pour pallier ces différents problèmes, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers le projet CASEF, qui œuvre pour le développement de la filière viande rouge dans les régions Anjouy et Anos, a introduit des taureaux et de petits ruminants en provenance de Diego et Abilbé. Il a également distribué des vaches comme support reproducteur pour ses éleveurs partenaires. L'objectif est d'éliminer la consanguinité et améliorer la performance des animaux reproducteurs des régions sud. La distribution de ces animaux, après la mise en quarantaine d'usage, a commencé au début du mois de décembre, au grand bonheur de ses éleveurs partenaires. D'après Retitin Armand, président de l'association Pompanavoum, se trouvant à Ifoutek, beaucoup de projets œuvrent dans la région, mais c'est la première fois qu'il y a un projet qui traite réellement le fond du problème. Ainsi, pour assurer des descendants performants et améliorer de vaches et ou bœufs et en petits ruminants dans les régions du sud, un cahier de charges a été établi. Ces éleveurs ont été sensibilisés et initiés sur la pratique de l'insémination artificielle. Notons que ces éleveurs pilotes disposent déjà de surfaces disponibles pour la culture fourragère ou de pâturage. Ils acceptent aussi de pratiquer la prophylaxie sanitaire systématique. Ces éleveurs ont accepté d'effectuer une insémination artificielle à la vache distribuée et utiliser les mâles pour saillir les vaches des éleveurs voisins. Par ailleurs, ceux qui ont reçu ces animaux acceptent également de distribuer aux autres éleveurs voisins, les descendants suivant toujours les cahiers de charges. Sous la houlette des deux directions régionales du ministère de l'Élevage et de l'Agriculture dans les régions Anjouy et Anos, des actions de suivi sanitaire et diagnostic clinique sont aussi prévues à travers des suivis sanitaires systématiques, des suivis anatomophysiologie tous les mois jusqu'à l'insémination, des suivis de la gestation, des formations des bénéficiaires ainsi que l'enregistrement des données. Concernant maintenant les actualités internationales, l'auteur de la fusillade qui a fait 3 morts vendredi à Paris, à proximité d'un centre culturel kurde, est réparti en garde à vue et présenté à un juge d'instruction aujourd'hui, a indiqué dimanche le parquet de Paris. France 24. Après une journée passée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, le suspect de la fusillade de Paris est retourné dimanche en garde à vue, avant d'être présenté lundi à un juge d'instruction. Vendredi, l'homme de 69 ans avait ouvert le feu dans le centre culturel kurde de cette rue du 10e arrondissement de Paris, tuant 2 hommes et une femme. En garde à vue, il a reconnu une haine des étrangers. Le sexagénaire a également révélé avoir voulu dans un premier temps tuer des étrangers à Saint-Denis, avant de renoncer en raison, selon ses dires, du peu de monde présent. Les enquêteurs ont alors privilégié la piste du crime raciste, mais pour la communauté kurde, il s'agit d'un acte terroriste. Pour nous, il n'y a aucun doute que c'est un attentat politique, que c'est un attentat terroriste orchestré par la Turquie. C'était la personne la plus idéale à choisir, peut-être une personne déséquilibrée psychologiquement, peut-être une personne ayant évidemment des orientations d'extrême droite. Ankara n'a pas tardé à répondre. Dimanche, un conseiller du président Erdogan a publié sur Twitter des photos des voitures renversées et brûlées à Paris en marge des manifestations de la communauté kurde. C'est le PKK en France, la même organisation terroriste que vous soutenez en Syrie. Le même PKK qui a tué des milliers de Turcs, de Kurdes et de forces de sécurité au cours des 40 dernières années. Maintenant, il brûle les rues de Paris. Allez-vous continuer à garder le silence ? Cette attaque a provoqué la colère et l'émoi au-delà des frontières françaises. Dimanche, des centaines de Kurdes syriens ont manifesté dans le nord-est de la Syrie pour rendre hommage aux 3 personnes tuées. Aux États-Unis, la tempête hivernale qui s'abat sur les lieux depuis des jours a fait plus d'une vingtaine de morts et laissé des dizaines de milliers d'Américains sans électricité le jour de Noël. Toujours avec France 24. Une plage méconnaissable, recouverte de glace. L'Erie, l'un des plus grands lacs d'Amérique du Nord, qui prend des airs de banquise. Les températures polaires ont transformé cette station balnéaire en désert arctique. À l'arrivée de la tempête, il y a plusieurs jours, ce quartier a été évacué. Il se situe à quelques kilomètres de Buffalo, à la frontière avec le Canada, l'une des régions américaines les plus durement touchées.
Il n'y a aucun endroit dans l'État de New York où la température ressentie dépasse les moins 17 degrés Celsius. Le blizzard, l'absence totale de visibilité, c'est probablement l'une des pires tempêtes hivernales de notre histoire. Au moins 17 personnes sont mortes dans cette violente tempête qui continue de balayer l'ensemble des États-Unis, avec des températures glaciales jusqu'au Texas, au sud du pays. Sous les ponts de Houston, ces chauves-souris tombent au sol, fauchées par le froid. Cette association appelle les habitants à leur venir en aide. Il suffit de prendre une boîte comme celle-ci. Même une boîte à chaussures fera l'affaire. Mettez-les dans la boîte et gardez-les bien au chaud et au sec. Hier soir, 530 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Un Noël gâché pour des millions d'Américains cloîtrés chez eux, que ce journaliste en direct du Michigan tentait cette nuit de réconforter. J'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. J'ai appelé le pôle Nord, il me confirme que les reines du Père Noël sont tout à fait habituées à ces températures, contrairement à moi. Et pour terminer, plusieurs ONG ont annoncé dimanche la suspension de leurs activités en Afghanistan en raison de l'interdiction par les autorités talibanes de travailler avec des femmes. Les détails avec France 24. Un recul de plus pour les femmes afghanes. Ce samedi, le gouvernement taliban a interdit aux ONG nationales et étrangères de travailler avec des femmes. Pour justifier cette décision, le pouvoir afghan invoque un code vestimentaire inapproprié, notamment sur le port du hijab islamique. Une mesure dénoncée par le coordinateur humanitaire des Nations Unies pour l'Afghanistan. Le Bureau des Nations Unies en Afghanistan est profondément préoccupé par la décision annoncée aujourd'hui de suspendre l'enseignement universitaire pour les femmes. L'éducation est un droit humain fondamental. Une porte fermée à l'éducation des femmes est une porte fermée à l'avenir de l'Afghanistan. Cette annonce intervient 4 jours après la décision du gouvernement taliban d'interdire aux femmes de suivre des cours dans les universités publiques et privées du pays. Samedi, dans la ville d'Herat, une centaine de femmes ont manifesté pour protester contre cette interdiction. Nous sommes venus aujourd'hui pour réclamer notre droit à étudier et à l'éducation. Nous ne portons pas d'armes, les talibans nous ont forcés à venir dans cette rue étroite et ont ensuite utilisé des canons à eau contre nous. Nous avons toutes été mouillées et de nombreuses filles sont tombées. Ils ont peur de nos voix et n'ont pas d'autres armes. Nous voulons nos droits. Depuis leur retour au pouvoir il y a 16 mois, les talibans ont multiplié les mesures liberticides, en particulier à l'encontre des femmes qui ont été progressivement écartées de la vie publique. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Dans quelques instants, vous allez suivre la série Scandale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.